Bonjour à tous et bienvenue dans Dimanche en politique. Déjà 2 semaines de grève à la SNCF. Alors que le président Macron veut réformer le pays au pas de charge, les syndicats semblent n'avoir trouvé que la grève pour se faire entendre. La grève est-elle l'ultime moyen d'action pour les syndicats? Pourquoi la réforme de la SNCF est-elle un dossier emblématique? Et puis d'autres secteurs sont entrés dans le conflit. Y a-t-il risque de contagion? On en débat avec nos invités. Aïna Curig, bonjour. Vous êtes députée LREM de la Marne. Thomas Rose, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué de la CGT, donc dans la Marne, à Reims précisément. Bruno Arcadipane, bonjour. Vous êtes président du MEDEF Grand Est. Et puis Sylvie Severovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de l'Union départementale Force ouvrière. Alors on l'a vu, le 22 mars à Reims, près de 1500 personnes sont descendues dans la rue pour une journée nationale d'action pour la défense de la SNCF et du service public. Un mouvement lancé par une intersyndicale. Sylvie Severovic, sur quelle base vous êtes-vous retrouvée avec les autres syndicats et quels syndicats? Alors, on s'est retrouvés tout simplement sur la base de la défense des intérêts matériels et moraux, comme on dit, des travailleurs, c'est-à-dire tout simplement la représentation des salariés qui sont aujourd'hui attaqués de toutes parts, qu'ils soient privés, qu'ils soient retraités, qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient étudiants, futurs salariés, lycéens, sélectionnés partout, dressés les uns contre les autres. Donc on s'est retrouvés sur ces bases-là, dans l'unité la plus large possible. Elle n'était pas complète, mais bonne nouvelle, cette unité s'élargit pour une prochaine grosse journée de mobilisation qui s'annonce dès le 22 mai. On verra un peu comment ça se passera. Donc, Thomas Rose, pourquoi le dossier de la SNCF, qui est le dossier emblématique dont on parle aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il est autant important, aussi important pour les syndicats? Tout simplement parce que le président Macron, il cherche une victoire politique sur les cheminots. C'est-à-dire le secteur qui apparaît le plus combatif, qui a les moyens de bloquer les circulations dans le pays. Il se dit, si j'arrive à vaincre les cheminots, j'arriverai à vaincre toute la classe ouvrière, tout le monde du travail. Et c'est pour ça que nous, on est pour l'arrêter. Il faut à tout prix stopper cette perspective de démolition de ce qui nous protège encore un petit peu dans ce pays, nous les salariés. Alors la grève, c'est le moyen de le faire, de Ça a toujours été le moyen de le faire. Pourtant, on l'a entendu hier sur TF1, il ne semblait pas dire qu'il serait prêt à renoncer à Aïna Curig. Non, l'objectif, c'est pas de renoncer. Et ça n'est pas un combat contre les cheminots. Aujourd'hui, c'est un combat pour la SNCF, pour faire remonter la SNCF, qui aujourd'hui est extrêmement endettée. Ça ne devient plus supportable. Et aujourd'hui, on essaie de trouver une solution pour qu'on n'ait jamais à avoir à licencier et à perdre des emplois dans ce secteur d'activité. Bruno Arcadipane, comment vous voyez cette grève donc, qui se prolonge ? Pour être clair, dans une entreprise, quelle qu'elle soit, la grève est toujours révélateur d'un échec, que ce soit à la SNCF ou dans n'importe quelle entreprise. Elle doit être l'expression ultime du malaise et elle doit avoir lieu après que les dialogues soient totalement épuisés. Dans le cas de la SNCF, je suis certain, pour ne pas dire autre chose, que ça n'est pas le cas. Donc faire grève avant même d'avoir discuté et de connaître le détail de la situation me semble un peu paradoxal. Il y a eu des négociations, Aïna Curig, vous, représentants syndicaux, vous avez rencontré le gouvernement, vous avez discuté sur cette réforme ? Le gouvernement a tendu la main aux différents organismes syndicaux, justement pour les solliciter lors des concertations qui ont démarré le 1er mars, pour justement alimenter ce projet de loi. Écoutez, ce n'est pas des négociations, hein, vous l'avez employé vous-même, le terme, cette concertation. C'est-à-dire que cette discussion, on nous reçoit et le projet, il est à prendre ou à prendre. C'est-à-dire on repart avec le même projet que quand on est venu. Ça, c'est pas des négociations. C'est tout un procédé de communication que vous employez. On a connu ça avec les ordonnances Macron cet été, où vous recevez les organisations syndicales pour faire ce que vous voulez et passer en force par la suite. C'est ça qui est inacceptable. Et moi, je tiens à dire par rapport à ce que vous dites que c'est pas contre les cheminots. Mais si, c'est contre les cheminots. C'est contre leurs acquis, qui sont des accords d'entreprise, leurs conditions de rémunération et leurs conditions de travail. Vous voulez amener dans l'entreprise une concurrence entre les travailleurs, alors que nous, on est pour l'égalité de salaire à même travail. Voilà ce qu'on défend. Et le statut des cheminots ne changera pas pour ceux qui sont déjà actuellement employés. Leur statut ne changera pas. Et pour les employés, les futurs salariés qui arriveront et qui prendront les postes de cheminots, auront les fondamentaux avec
les mêmes fondamentaux, en tout cas sur la garantie de la rémunération et la sécurité de l'emploi, seront maintenus. Non, c'est pas du tout vrai. Sylvie Severovic, est-ce que vous avez participé à des négociations, à une concertation? À participer, moi, personnellement, non. Non, mais votre organisation syndicale, Force ouvrière. Alors, elle est invitée à une partie. Nous ne sommes pas à quelques voix près, mais c'est la règle du jeu. Nous ne sommes pas représentatifs, nous, Force ouvrière, à la SNCF. Pour autant, nous sommes partie prenante et nous participons pleinement à l'intersyndicale parce que ça ne s'arrête pas à une élection, la défense des travailleurs. Et là, je rejoins complètement Thomas parce qu'effectivement, ce sont des concertations, c'est-à-dire, voilà le cadre, maintenant, à l'intérieur de ce cadre, on peut peut-être un tout petit peu discuter. Voilà ce qui se passe, que ce soit à la SNCF ou que ce soit dans toutes les entreprises. Et je suis encore déléguée syndicale centrale dans la mienne et je vis exactement la même chose, les mêmes méthodes mises en place par un haut fonctionnaire qui dirige. Voilà. Donc ça, je le connais sur le bout des doigts, même si physiquement je n'ai pas été à la concertation SNCF. C'est effectivement, voilà, le scénario. Juste à inaugurer que peut-être vous êtes député, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous discutez de cette réforme, où on en est? Absolument. Où on en est, on a déjà bien avancé puisque les débats à l'Assemblée nationale ont pris fin hier, enfin une partie en tout cas, hier midi. Il y aura un vote solennel pour l'Assemblée nationale mardi 17 avril. Ensuite, il y aura un vote également donc, au Sénat et puis sur le retour, il y aura la ratification si nous sommes dans le respect du texte. Pour les concertations, j'insiste. Il s'agit là de ne pas vous dire voilà notre projet de loi et vous devez l'accepter. C'est aujourd'hui qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir alimenter un projet, pour pouvoir alimenter un texte et le faire évoluer. Et c'est dans ce sens que le rapporteur du projet de loi, mon collègue, le député Djebari, a apporté des amendements, différents amendements. Donc il y a eu 300 amendements, donc 84 qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale durant ces derniers jours de débat et qui ont été adoptés parce que la réflexion a évolué grâce à ces concertations. Eh bien, nous vous demandions par exemple de d'abord commencer par faire le bilan de l'ouverture à la concurrence du fret. Pourquoi ne pas faire ce bilan? Pourquoi ne pas dresser un bilan avant de s'engager dans de nouvelles contre-réformes c'est ce que nous, on les qualifie, parce que pour nous, la réforme, c'est du progrès. Et aujourd'hui, la destruction des droits partout, ce n'est absolument pas du progrès, ce n'est pas de la réforme. Bruno Arcadipan veut représenter les entreprises. Est-ce que ça a beaucoup de conséquences, justement, sur les entreprises qui se passent aujourd'hui avec cette grève, notamment à la SNCF? Ça a des conséquences calamiteuses, très clairement. Et si la grève est un droit constitutionnel sur lequel le MEDEF ne revient absolument pas et n'a rien à dire. C'est la problématique de cette grève perlée qui va durer sur plusieurs mois, qui est juste insupportable, à la fois pour les salariés, mais pour les Français tout court. Pour aller à Paris, comme vous le savez, au niveau de mes fonctions nationales, à plusieurs reprises par semaine, ça devient extrêmement compliqué. Cette semaine encore, j'ai pris un TGV de retour où il y avait 2 passagers par wagon parce que plus personne ne fait confiance dans la SNCF. Je souhaiterais apporter un éclairage un tout petit peu particulier sur ou en tout cas un éclairage de chef d'entreprise sur le début de ce débat. Lorsqu'une entreprise qui réalise 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires a plus de 46 milliards de dettes. Je crois qu'il est grand temps de se poser des questions et lorsque le dernier bilan agrandit encore le trou de plus de 3 milliards, il est évident que si on était dans le vrai monde... Donc là, vous parlez de la SNCF. Là, je reviens sur le début du débat sur la SNCF. Très clairement, vous faites 33 milliards de chiffre d'affaires, vous avez 46 milliards de dettes. Dans la vraie vie, cette entreprise serait en faillite depuis longtemps. Donc il faut aussi mettre à un moment donné les chiffres sur la table lorsque la SNCF ne peut plus investir que 8 milliards par an. Évidemment qu'il y a des problématiques au sein de l'entreprise. Évidemment que les investissements sont trop faibles par rapport aux besoins de la structure. Mais devons-nous laisser les choses en l'état parce que on veut rien réformer? Là, on a un vrai problème
politique et non pas un problème entre les salariés, les syndicats et la direction d'entreprise. C'est sans doute pas là qu'on va résoudre le problème de la SNCF. De résumer comme ça l'endettement de la SNCF. Ça fait vraiment, ça c'est vraiment très médiatique. C'est juste factuel, monsieur Rose. C'est juste factuel. Je vous ai pas interrompu, merci. Oui. Donc je vous dis simplement, vous savez très bien comme moi, si vous connaissez le dossier, que plus de la moitié de l'endettement de la SNCF est dû à la construction des lignes à grande vitesse et n'a rien à voir avec l'exploitation. Et donc c'est ça qui alourdit le passif. Donc on n'aurait pas dû les faire. Si vous permettez. Et donc, en plus, on réduit la voilure, on ferme des lignes, on réduit les moyens pour la SNCF de fournir un service correct aux usagers, parce que les cheminots, là, ils ne se battent pas pour eux, ils se battent pour un service public justement, aux usagers. Aïna Curig, les petites lignes de la SNCF, qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Les petites lignes de la SNCF... On est concerné en Champagne-Ardenne, il y en a beaucoup. Absolument, c'est pour ça qu'elles sont maintenues, elles ne vont pas disparaître. 36 milliards d'euros vont être investis pour justement la réhabilitation, la rénovation du réseau ferroviaire. 36 milliards d'euros sur 10 ans, c'est un investissement qui est énorme justement pour maintenir ces petites lignes. C'est la région maintenant qui va s'en charger, non ? Absolument, les régions vont être fortement impliquées aussi dans le dispositif, mais c'est justement de remettre en état l'ensemble du réseau ferroviaire, y compris les petites lignes, y compris les dessertes dans le secteur rural. On verra quels choix d'investissement seront faits par les régions et puis en fonction de leurs moyens financiers, bien entendu. On parlait tout à l'heure d'une contagion possible de ce conflit social. On a vu d'autres endroits où les gens manifestaient, alors notamment à Sedan, dans les Ardennes. C'était le 24 mars dernier. Les personnels protestaient contre le projet de réorganisation des hôpitaux. Grève aussi dans les EHPAD, on a vu aussi les avocats, les magistrats descendre dans la rue. Les réformes passent mal à Aïna Curig. Les réformes font peur. Les réformes font peur parce qu'il faut savoir aujourd'hui, notamment sur la justice, donc c'était suite aux 5 chantiers et à la proposition de la garde des Sceaux, les réformes font peur, mais il y a des réactions avant même d'arriver au bout de la concertation et puis au bout des textes. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaye de recréer le dialogue pour qu'on puisse enfin avancer et faire passer des réformes en prenant en compte évidemment les professionnels des différents secteurs avec lesquels on travaille. Alors, est-ce qu'on laisse le temps de la concertation, de la discussion ? Bon, déjà, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais bon, les ordonnances que vous avez sorties au mois de septembre, la menace d'ordonnance sur la SNCF, une réforme sur l'université, au pas de charge, à chaque fois vous passez en force et quand ça ne suffit pas, vous agitez même la matraque en ce moment dans différents coins du pays. Donc c'est ça qui est particulièrement choquant dans votre gouvernement. Oui, aujourd'hui, on a besoin d'autre chose. On a besoin de se faire entendre, nous les travailleurs. Parce que c'est ça que vous détruisez. Quand on voit qu'il y a des gens aujourd'hui dans les hôpitaux, dans les services d'urgence, qui meurent sur des brancards comme à Reims, ça c'est scandaleux. Faute de moyens, faute de personnel. On détruit l'hôpital public. On est en train, dans un pays si riche que la France, de tomber avec des situations dramatiques dans les services d'urgence, comme Sedan. Là, on menace quoi ? Fermeture des urgences de nuit, de la maternité. C'est moins de proximité. C'est toujours la même politique. On s'en prend aux travailleurs et aux classes populaires. Sylvie Seferovic. Enfin, entièrement d'accord. Moi, la question que je me pose, c'est... alors, allez, on va faire une petite liste. Mais donc, les médecins, ils ont tort. Les avocats, ils ont tort. Les infirmiers, ils ont tort. Les aides à domicile, elles ont tort. Les caissières à Carrefour, elles ont tort. Je ne sais plus. Les retraités, ils ont tort. Les fonctionnaires, dans leur globalité, ils ont tort. Les éboueurs, ils ont tort. Tout le monde a tort. Non, tout le monde a tort. Parce que c'est partout qu'on essaie de se défendre, de se faire entendre. Parce que ce qui est cassé, ça a été avec les ordonnances. C'est une attaque au contrat de travail. Après, c'est une attaque au statut. Après, ce sont des attaques à nos garanties collectives. Et on en a besoin. Parce que oui, les travailleurs, nous sommes le petit pousset. La loi, le droit libère. Le droit protège. Il y a besoin de droits pour des gens qui n'ont que leur force de travail. Voilà. On le dit toujours, le service public, c'est la richesse de ceux qui n'en ont pas, madame. Et ça, on le défendra, oui, coûte que coûte. Bruno Arcadipane, le service public, il faut le défendre ou il faut privatiser ? Évidemment qu'il faut le défendre. Évidemment. La vraie problématique, elle se fait lorsque la grève devient un outil politique. Là, on ne parle pas de défense de choses bien précises. On lutte contre le gouvernement. Lutter contre le gouvernement n'est pas l'objet d'un gréviste, n'est pas l'objet d'un syndicaliste, et encore moins d'un syndicat, quel qu'il soit, ni patronal,
ni salariés. Donc je crois que là encore, il faut garder raison, prendre de la hauteur et regarder les dossiers les uns derrière les autres. Et prendre attache à ce qui s'est fait ailleurs. En 1994, en Grande-Bretagne, la privatisation du ferroviaire a eu lieu. En 2001, en Grande-Bretagne, on renationalisait la maintenance. Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, il y a une majorité des Britanniques qui voudraient renationaliser. Alors regardons, en Allemagne, ce sont 700 gares qui ont été fermées. Voilà, enfin, regardons, le rapport Spinetta met en danger les petites lignes. Il indique clairement, page 50, prenez-le, lisez-le. Moi, je l'ai lu, je l'ai parcouru. Page 50, les petites lignes à moins de 20 trains. Donc, il ne faut rien changer, madame. Donc, il ne faut rien changer, continuer à créer des dettes pas possibles. J'étais cette semaine avec Bruno Le Maire à Bercy, dans ses locaux. Je vous confirme que la France n'est vraisemblablement pas aussi riche que Monsieur Rose veut bien le dire, qu'il y a des problématiques, la raréfaction de l'argent devient difficile, il suffit d'en parler avec nos élus locaux. Mais bien sûr, non, au service public, locaux, mais plus de 9% de plus pour le CAC 40 en 2017. Excusez-moi. Oui, mais excusez-moi. Enfin, si je peux me permettre, pour revenir sur ce qui vient d'être dit, il ne s'agit pas aujourd'hui d'une privatisation, puisque la SNCF restera un groupe industriel détenu à 100% par l'État. Donc on reste détenu à 100% par l'État, ça va être écrit noir sur blanc, ça va être inscrit dans la loi. Et le rapport Spinetta, comme vous l'avez indiqué, c'est un rapport. Et tout ce qu'il y a dans ce rapport n'a pas été retenu dans le texte, notamment sur la fermeture des dessertes dans le rural. C'est quoi un service public à Inaccuric ? Pardon ? C'est quoi un service public ? On le définit comment ? Le service public, c'est bien, comme son nom l'indique, le service qui est rendu au public. C'est aujourd'hui tout ce qui est à disposition de nos concitoyens, le service public. Écoutez, on n'a pas la même définition. On n'a pas la même interprétation. Quelle définition vous avez ? C'est pour ça que je posais la question, mais quelle définition Sylvie Seferovic ou Thomas Rose, l'un ou l'autre ? Effectivement, non, le service public, ce n'est pas un service rendu au public. Ça, c'est notamment les maisons de service au public qui ont été mises en place. Non, le service public, ça repose sur un statut, c'est la garantie de l'égalité de droits des citoyens, c'est pas n'importe quoi. Si c'est né après-guerre, ça a du sens tout ça. Le statut public, c'est de se garantir du pouvoir politique, du changement politique. C'est pas rien ces droits-là. Ils sont issus d'une histoire en France. Donc non, c'est pas que ça. Et ce n'est pas une attaque contre un gouvernement, monsieur. Pas du tout, parce qu'effectivement, et alors peut-être encore pour le coup pour mon organisation Force Ouvrière, c'est encore plus important. Si on connaît l'histoire, qui avant s'apprenait d'ailleurs à l'école, l'histoire du monde ouvrier, on ne l'apprend plus, voilà, où on en est aujourd'hui. Mais effectivement, pour nous, cette égalité de droits, elle est vitale, des droits collectifs. C'est absolument important. C'est pas la même vision. Il y a une vision comptable, c'est une vision humaine. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que, par exemple, dans le cas de la SNCF, pour revenir sur le sujet, vous accepteriez qu'elle soit mise en concurrence ? Tout service public, toute entreprise, comme le disait Madame la députée, est-ce que la SNCF doit être mise en concurrence pour s'améliorer, pour être plus compétitive, pour aller de l'avant? Est-ce qu'avec 8 milliards d'euros, sur une structure aussi grosse, les dirigeants de la SNCF ont les moyens d'aller vers le numérique, d'aller vers des choses extrêmement pointues, l'innovation, etc., comme toute entreprise doit le faire, sinon elle meurt? Oui, c'est une question de choix, j'ai envie de dire. Je pense que quand on a développé les télécoms, quand on a développé l'électricité, si on s'était posé ces questions-là, je ne suis pas sûre et certaine qu'aujourd'hui tout le monde aurait l'électricité. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été privatisé. D'ailleurs, parce que votre parole, elle ne vaut pas plus que celle des précédents gouvernements, que ça soit pour France Télécom devenu Orange, que ça soit pour EDF, GDF devenu ERDF et Engie ou Enedis. Vous privatisez tout ce qui est rentable pour le patronat. C'est pas de la politique, ça? Si, c'est de la politique. Vous en faites, Bruno Arcadifan, tout ce qui est rentable pour le patronat est privatisé. Votre réponse, quand même?
Au niveau du patronat, la logique voudrait que tout soit rentable. Sinon, on n'a pas l'État derrière nous pour nous renflouer. Donc, on meurt. Il n'y a aucune entreprise... Si vous l'avez, vous avez 230 milliards d'exonérations et de subventions par an. C'est la Cour des comptes qui le dit. Ça n'a absolument rien à voir avec la rentabilité d'une entreprise. Pour être très clair, une entreprise privée qui fait un déficit une fois, 2 fois, 3 fois, elle disparaît. Dans le cas de certaines entreprises nationalisées, elles ne font que du déficit et les Français payent tous les ans, parce qu'il faut le dire également, l'argent de l'État, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est l'argent des Français. Oui, tout à fait, l'argent des contribuables. Tout à fait. Ah mais si vous voulez, moi je veux bien qu'on parle de l'impôt. Il est de plus en plus injuste dans ce pays. C'est vous qui êtes allégé, notamment les grandes fortunes sont allégées. Là, par exemple, on parle de remettre une journée en moins de congés pour financer, soi-disant, justement, les EHPAD. La grande dépendance et les personnes Thomas Rose, âgées. on ne va peut-être pas sortir du débat. On est sur la grève. Est-ce qu'il y a possibilité de contagion et d'extension à d'autres secteurs? Comment on va sortir de ce conflit, surtout? Alors, effectivement, je le disais, le président Macron est intervenu jeudi sur TF1. Il va intervenir ce soir à nouveau. Est-ce que vous attendez des réponses précises et sur quoi? Comment on fait pour sortir de ce conflit? Sylvie Seferovic. Effectivement, il intervient. Encore ce soir, j'ai envie de dire. Donc merci déjà de laisser la voix à une autre parole. Ne serait-ce que ça. C'est déjà beaucoup pour nous aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il va dire, écoutez, voilà, il va essayer de sans doute défendre, j'en sais rien. C'est son travail à lui. Est-ce qu'il va y avoir contagion? Je ne sais pas. Moi, je rappellerai simplement que ici, dans la Marne, je crois que c'était le 1er septembre, l'ouverture. Je vais peut-être me tromper, peut-être le 30 août, voilà. Mais il y avait l'ouverture de la foire de Châlons. Et dès ce jour-là, là aussi, certainement des gens qui n'ont rien compris puis qui ne sont pas très respectueux, c'était les policiers qui étaient présents pour accueillir M. Emmanuel Macron ce jour-là. Voilà. Alors, je ne sais pas. Moi, là aussi, sans doute que c'est un personnel très révolutionnaire. Qu'est-ce que vous attendez? Et comment vous voyez cette sortie de conflit? Écoutez, moi, par le haut, par notre victoire, par la victoire des cheminots, par la victoire des salariés, je pense que la grève aujourd'hui, elle est très forte. Elle dure depuis plusieurs jours. Elle a continué ces 2 derniers jours à être très forte, avec 45-55% chez les contrôleurs, chez les aiguilleurs, chez les conducteurs de train. Et elle va se poursuivre. Et on arrivera à la généraliser, j'espère. Parce que le 19 avril prochain, nous, on appelle la CGT à une manifestation publique-privée. Est-ce que l'intersyndicale existe toujours? Écoutez, il y a certains qui nous ont rejoints. J'espère que d'autres, d'ici là, nous rejoindront encore. Il y a la FSU, il y a la CGT, il y a Sud Solidaire. Nos camarades de FO sont cordialement invités à venir nous rejoindre. Et donc, on espère construire ce front commun qui permettra de faire reculer le gouvernement. Bruno Arcadipane. J'aimerais juste laisser terminer M. Rose. Donc, la grève n'est pas une fin en soi. C'est quoi la sortie par le haut? J'ai pas saisi. Écoutez, nous, c'est le rejet de la réforme proposée, qui n'en est pas une, qui est une attaque sur la SNCF. C'est l'abandon des ordonnances Macron, parce que ça, pour nous, c'est inacceptable. C'est l'augmentation générale des salaires. C'est l'arrêt des suppressions d'emplois, notamment dans les groupes qui font des profits, comme PSA, comme d'autres. On pourrait faire la liste, elle est tellement longue, comme chez Carrefour, qui supprime des emplois. Là, donc en fait, il ne faut rien changer. Si, il faut changer en faveur des travailleurs. Il y a 94 milliards de bénéfices au CAC 40. Et donc, nous, on n'en voit pas la couleur. Nous, on nous demande... Il y a combien d'entreprises privées au CAC 40? Monsieur, vous n'allez quand même pas prendre l'argent d'entrepreneurs et d'investisseurs privés. Mais attendez, je ne comprends pas. Très, très clairement. Il reste 2 minutes d'émission, donc je voulais en fait faire un tour de table pour voir un peu comment vous voyez les uns et les autres la fin du conflit. Si vous attendiez des choses encore de Emmanuel Macron ce soir, Bruno Arcadipane. Alors, au nom du MEDEF, on attend évidemment la baisse des charges, qu'il continue à aller vers... Il y a déjà le forfait social. Non, mais M. Macron a fait pas mal de choses. Il touche à beaucoup de réformes et ça va plutôt dans le bon sens. Simplement, aujourd'hui, ce que l'on attend de lui, c'est qu'il touche à la sphère publique, à la baisse de la dépense publique. Là, il n'a pas encore commencé le travail. Donc nous attendons de façon très claire et très ferme la baisse des charges à travers la baisse de l'emploi de l'argent public. Aïna Curik,
C'est évidemment d'aller au bout des réformes, c'est ce que nous attendons du gouvernement. Ce ne sont pas des réformes qui sont contre les Français, ce sont des réformes qui sont dans l'intérêt de ceux qui travaillent pour maintenir l'emploi, pour faire avancer le pays. Aujourd'hui, je veux bien qu'on soit critique sur le projet d'Emmanuel Macron, sur le projet de la majorité. Maintenant, être force de proposition, si on est dans l'objectif de l'échec d'un gouvernement ou est-ce qu'on est dans l'optique de la réussite d'un pays. Maintenant, moi, je veux bien en parler, mais il faut maintenant essayer de nous faire des propositions qui vont dans ce sens-là, plutôt que d'aller être tapé sur un gouvernement sans avoir derrière un plan pour pouvoir faire avancer la France. Mais quand on voit quand même les conflits sociaux qui se multiplient un peu, en Champagne-Ardenne, mais aussi en France. Et qui sont bien encouragés, et on le constate absolument. Et là, on voit que tout se mélange. Ce qui se passe aujourd'hui dans les universités, vous allez me dire que ce sont uniquement des étudiants qui viennent manifester sur une loi qui leur est passée par ordonnance, peut-être sur une loi qui serait passée, qui leur aurait été forcée. Non, pas du tout, parce que les organismes étudiants ont été sollicités pour le plan étudiant également. Donc il y a une minorité aujourd'hui qui est venue faire des mouvements dans les facs. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a un espèce d'entraînement de mouvement, mais on n'est pas dans le fond et on n'est pas dans la proposition. Donc pour l'instant, vous ne les entendez pas, vous ne les écoutez pas. Nous les avons écoutés, nous avons travaillé sur les concertations pour tous les textes qui sont sortis. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur Internet. Nous allons bien sûr suivre l'évolution de cette grève dans nos journaux. Et puis la semaine prochaine, une émission spéciale vous est proposée. Un documentaire tourné en Centrafrique sur un réfugié qui fait venir sa famille en France. Restez sur France 3 et bon week-end à tous.